Le communisme appartient au passé. En revanche, la question du communisme reste au cœur de notre temps, écrit Claude Lefort dès les premières lignes de son nouveau livre qui paraît chez Fayard, La complication. À l'opposé de ceux qui se hâtent de fermer la parenthèse et de penser à autre chose, nous rouvrirons donc le dossier avec Claude Lefort lui-même et Pierre Asner qui a publié il y a 3 ans aux éditions Esprit La violence et la paix. Et je commencerai, si vous le voulez bien, Claude Lefort, par votre avant-dernier livre. Alors que nombre de penseurs politiques mettent en cause la démesure constructiviste de la passion révolutionnaire, création sur table rase d'un monde nouveau et d'un homme nouveau, vous dites, dans Écrire à l'épreuve du politique, que l'entreprise totalitaire vise à renverser le cours de la révolution démocratique. Et vous parlez à son propos de contre-révolution. Pouvez-vous nous expliquer ce terme, Claude Lefort? À la vérité, les 2 derniers termes sont liés. C'est une contre-révolution en tant que c'est une tentative de renverser la révolution démocratique. Ce qui signifie évidemment que j'appréhende à travers la démocratie un mouvement révolutionnaire qui n'a pas seulement sa date, son lieu de naissance, mais qui tient à ce que la démocratie est cette société qui accepte sa propre diversité, qui accepte la différence, qui accepte le conflit, et dans laquelle le pouvoir ne vient jamais s'incarner dans un monarque ou dans un guide suprême, comme il s'incarnera en Russie, de telle sorte que le pouvoir n'appartient à personne, qu'il est toujours l'enjeu d'une lutte entre des partis qui représentent des opinions, des intérêts, des croyances divers, et que cette effervescence, je dirais, permanente de la démocratie qui dure jusqu'à nos jours, qui parfois peut être pour nous recélée des dangers, de grands dangers même, comme on le voit aujourd'hui, c'est néanmoins cette effervescence qui, pour moi, caractérise cette temporalité, j'oserais dire, révolutionnaire de la démocratie, alors que précisément le totalitarisme, j'y fais allusion d'ailleurs dans une réflexion sur le beau livre de Hannah Arendt, alors que le totalitarisme, contrairement à ce qu'elle dit, en un sens, est une forme de société qui bloque le mouvement, qui ne se laisse pas... Elle dit que c'est une société fondée sur le mouvement. Il n'y a plus de partis, il n'y a que des mouvements, une sorte de processus perpétuel. Et vous faites l'analyse inverse, au fond. Il s'agit de répondre par une sorte de restauration d'une société organique au mouvement démocratique. Exactement. Arendt a l'air de penser que la loi, qu'à partir du début du XIXe siècle, on a conçu d'abord, j'allais dire, l'histoire comme mouvement, mais même qu'on a conçu l'histoire comme telle, qui n'existait pas auparavant comme histoire de l'humanité, et que cette histoire est donc animée par un mouvement et répond à une loi dont elle dit que c'est une loi de mouvement, et que le communisme serait par excellence cette société qui viendrait porter à son paroxysme cette pensée du mouvement, ce qui l'entraînerait, disons, dans la terreur, dans un processus que les gouvernants ne maîtrisent pas eux-mêmes, puisque c'est un processus qui n'a pas de fin. Or, à quoi j'oppose que, sans pour autant méconnaître ce qu'elle veut dire, à quoi j'oppose que, d'un certain point de vue, c'est une société bloquée. C'est une société où il y a un refus de l'événement, où, disons, le savoir des gouvernants, ou de façon générale, ne peut pas se laisser affecter par ce qui arrive, et où tout est su, en quelque sorte, quel que soit, en fait, comme vous le savez, les oscillations de la ligne, il y a comme un foyer d'omniscience qui est posé là une fois pour toutes. Oui, donc vous dites au fond que dans la démocratie,
l'individu est travaillé, et là je reprends un peu vos termes, sourdement travaillé par l'incertitude, et qu'au fond, le totalitarisme, c'est une sorte de réponse à cette incertitude, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de fonder la société sur la division, sur la discussion, mais au contraire d'échapper à cette division en créant un corps social unique. Et c'est ainsi qu'on peut concevoir l'idée selon laquelle c'est une contre-révolution, puisque c'est une réponse à tout ce que crée la révolution démocratique elle-même. Oui, je dirais même qu'à l'origine, je sais bien que cela paraît paradoxal, mais qu'à l'origine, le parti bolchevique, tel qu'il a été, disons, conçu par Lénine au début du siècle, ce parti qui est considéré par excellence comme le parti révolutionnaire, est un parti dans lequel la stricte organisation des militants, la discipline, fait que à la fois les hommes sont comme soudés les uns aux autres et les idées, ces idées dont il n'y a pas à nier bien sûr qu'elles sont pour une large part tirées de Marx, les idées aussi sont comme soudées les unes aux autres. Il y a un corps doctrinal et il y a un corps collectif. Voilà, donc. Alors, Pierre Asner, sur ce thème. Oui, je trouve très intéressant qu'on en vienne tout de suite à la discussion entre Claude Lefort et Hannah Arendt, parce que j'allais précéder mes remarques en disant que j'étais très intimidé, parce que je trouve qu'il y a deux théoriciens du totalitarisme, deux philosophes qui ont vraiment pensé le totalitarisme, c'est Hannah Arendt et Claude Lefort, et que tout le problème, c'est de penser ensemble leurs vérités respectives. Alors, sur la première question avec la démocratie, je fais comme vous, je remonte encore en arrière à un autre ouvrage de Claude Lefort, L'invention démocratique, où il me semble qu'il a dit définitivement tout ce qu'on peut dire avec son ambiguïté. L'État totalitaire ne se laisse concevoir qu'en regard de la démocratie, et sur le fond de ces ambiguïtés, il en est la réfutation point par point. Et pourtant, il porte à leur actualité des représentations qu'elle contient virtuellement. La démocratie trouve en lui une puissance adverse, mais qu'elle porte aussi en elle-même. Il n'est possible de le combattre qu'en réveillant l'esprit de la révolution démocratique. Donc on voit bien qu'à la fois le totalitarisme naît de la démocratie, des vulnérabilités de la démocratie, de la difficulté à vivre sans incarnation du pouvoir, à penser la responsabilité de l'individu, à penser le conflit, et il en porte la marque et il en est en même temps le contraire et l'adversaire principal. Il est la déreconnaissance de l'homme par l'homme, il est la réincorporation après l'avènement de l'individu et de la démocratie et du conflit. Alors maintenant, Hannah Arendt, je trouve, Claude Lefort, que vous avez tout à fait raison à la lettre, en ce sens que Hannah Arendt est tellement obsédée, d'une part, par un monde commun stable, et d'autre part, par l'action, l'événement, l'individu qui commence quelque chose, qu'elle manque le mouvement des sociétés, les contradictions qu'il produit, et ça lui apparaît seulement comme un processus négatif qui empêche l'action de l'individu ou la stabilité du monde. Et je pense que vous avez raison, mais je voudrais quand même insister sur ce qu'elle apporte de fondamental. Il me semble que quand même, cette espèce d'entraînement, de machine infernale que l'on trouve à la fois dans le stalinisme des années 30, à la fois dans l'hitlérisme, et qui se réfère toujours à ce mouvement de la Révolution française où c'est normal qu'elle dévore ses enfants, c'est normal qu'il y ait un processus révolutionnaire avec une terreur toujours radicalisée. Ça, c'est quelque chose de très très profond qui est dans l'essence même, je crois, du totalitarisme, comme guerre, comme élimination de ce qui n'est pas lui, comme substitution à un monde réel, complexe, différencié, d'un monde impossible, unitaire, et donc comme élimination de tout ce qui trouble cette unité et cette pureté. Et deuxièmement, il y a le mouvement
de la société moderne, le mouvement du capitalisme, sa destruction créatrice, comme disait Schumpeter, et qui est un autre mouvement qui entre à la fois en conflit avec la dynamique totalitaire et qui peut-être lui est fatale. Et ça a été ça l'histoire de l'Union soviétique, la lutte de ces deux dynamiques, de ces deux mouvements, le mouvement de la société capitaliste moderne et le mouvement de la révolution par un haut, de la terreur. Et donc cette dimension du mouvement, quand il a cessé d'y avoir mouvement, quand il n'y a plus terreur avec Staline, quand il n'y a plus révolution idéologique avec Khrouchtchev, finalement, ça a fini par s'effondrer parce qu'il y avait cette dimension de mouvement, que s'il n'y avait pas cette transformation perpétuelle avec des ennemis perpétuels, ça ne pouvait pas subsister. Claude Lefort, et puis après je ferai mon intervention. Oui, vous avez largement raison quand vous parlez de cet emportement dans la création de l'homme nouveau, d'ailleurs, puisque c'était le slogan, dans cette entreprise d'auto-édification de la société. Je ne nie pas du tout cet aspect. Je cherche à montrer que à l'envers, n'est-ce pas, parce que ce que vous dites là, je dirais, c'est manifeste. Mais je cherche à montrer que à l'envers, il n'y a pas cette... ce que dit d'autre part du mouvement Hannah Arendt, à savoir cette aventure qui est propre au monde démocratique et qui risque de déstabiliser la société comme telle en tant qu'elle compose un monde commun. Elle voit toujours dans la démocratie, me semble-t-il, un processus de déstabilisation, de mobilité qui n'a pas de fin. Et c'est en ce sens-là, je crois, important de montrer les deux aspects. Alors, je voudrais introduire un autre auteur dans notre réflexion, et il est très présent dans votre dernier livre, Claude Lefort. C'est François Furet, qui a publié en 1995 un très grand livre, Le passé d'une illusion, essai sur l'idée communiste au XXe siècle. Et dans la mesure où, précisément, vous affirmez dans ce livre, comme dans vos livres précédents, que, au fond, le totalitarisme doit se concevoir dans son opposition à la démocratie, dans la mesure où il répond à l'attrait d'une certitude retrouvée, où il représenterait la restauration d'une société une, comme solution aux problèmes politiques. Vous êtes hostile à l'idée affirmée par Furet, selon laquelle, au fond, il y a un point commun entre démocratie et totalitarisme. C'est le communisme et la démocratie, au fond, reposent sur le même socle. Et Furet écrit en effet que c'est l'avantage du militant communiste, d'ailleurs, sur le militant fasciste, car il peut situer son action dans la suite de l'histoire et se penser lui-même comme un héritier et un continuateur du progrès. Et je voudrais, quelques instants seulement, un peu militer dans le sens de Furet. Il me semble qu'on doit penser le totalitarisme, notamment communiste, comme un phénomène essentiellement moderne, même s'il y a la nostalgie de cette communauté humaine dont nous prive la modernité. C'est-à-dire qu'il s'inscrit malgré tout, je crois, dans la métaphysique de la subjectivité, ou pour dire les choses moins pompeusement, et encore, dans une sorte de projet de l'homme-dieu, transférer à l'homme les attributs de l'omnipotence et de l'omniscience. C'est peut-être même l'attrait du nom du RSS, et Derrida l'a, je crois, assez bien marqué. Si vous voulez, il dit que ce nom du RSS, il a quelque chose de spécifique. Castoriadis avait dit 4 mots, 4 mensonges, mais il dit autre chose. Il dit, au fond, l'URSS, c'est un nom, le seul nom propre d'État qui ne comporte aucun nom propre donné, qui est une sorte de nom commun, c'est-à-dire un nom sans référence à aucun lieu singulier ni à aucun passé national, un nom purement artificiel, technique, conceptuel, général, conventionnel et constitutionnel, un nom purement politique. Et il y a cet espoir-là. J'avoue que
Non. J'avoue que vous me faites rire. Ah bah, Moi, écoutez, c'est Derrida qui me fait rire. Eh bien, écoutez, je crois que c'est intéressant parce que ça veut tout de même dire qu'il s'agit d'une nation sans nature, en quelque sorte, une patrie sans racines, dans l'esprit de ceux qui le conçoivent. Je ne parle pas de la réalité. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est comme si, effectivement, avec le communisme ainsi réalisé, l'institution avait eu raison de l'origine, l'esprit humain avait vaincu l'esprit du lieu. Et on trouve ça, même chez Koestler, quand il s'interroge sur sa foi. Pourquoi a-t-il été communiste? Il dit même qu'il était tombé amoureux du plan quinquennal. Il dit que la révolution, pour lui, elle allait libérer les immenses possibilités créatrices de l'homme, étouffées par le joug économique. Une fois ce joug arraché, les forces prométhéennes de l'homme allaient en quelque sorte s'en donner à cœur joie, c'est-à-dire créer un monde où le réel serait rationnel. Et l'unité, justement, n'est-elle pas au bout de ce projet, au terme du mouvement où doivent se joindre le réel et le rationnel? Parce que si le réel est rationnel, eh bien, il n'y a pas de place pour la diversité. La diversité humaine, elle est, si vous voulez, produit de la mauvaise histoire des hommes, produit de la préhistoire. Il y a un moment où doivent s'estomper les particularités, disparaître les cloisonnements entre les hommes. Et donc, quand l'homme atteint sa destination rationnelle, l'unité elle-même est atteinte. Donc l'unité, elle est la promesse, en quelque sorte, mais du communisme, mais c'est une promesse qui est incluse, malgré tout, ou qui peut être incluse, qui peut participer de ce projet moderne où la liberté humaine est totalement confondue avec la souveraineté, avec une maîtrise totale de la réalité et de la société. Donc, et je crois que c'est à ce titre que Furet a raison de dire qu'au fond, tout cela appartient au même monde, et peut-être que c'est ce qui peut rendre discutable l'opposition terme à terme que vous tracez entre totalitarisme et démocratie, comme au fond une sorte de querelle des anciens et des modernes, comme ce refus par le totalitarisme d'une modernité qui serait marquée du sceau de l'incertitude. Claude Lefort. Comme vous avez brassé beaucoup de thèmes à la fois, il m'est assez difficile de répondre à chaque question. Mais pour, disons, prendre tout de suite, m'arrêter tout de suite à votre dernière phrase, je n'ai jamais présenté le communisme comme une restauration. Restauration, cela voudrait dire qu'en somme, disons, le communisme constituerait un retour à... non pas à l'ancien régime, mais un substitut de l'ancien régime, monde des corporations, monde unifié. Il ne s'est jamais agi de cela dans mon esprit. Ce que je dis, c'est que, en réponse à Furet, c'est qu'il me paraît extraordinaire de juger que le communisme trouve, comme il le dit, son origine dans la même matrice, plus exactement, dans la matrice démocratico-libérale, il dit même dans la matrice libérale, alors que la cible du communisme, c'est l'individu. Il le dit aussi. Oui, il le dit. Enfin, il dit que c'est le bourgeois, lui. Bon, donc c'est le bourgeois, c'est quand même la création du libéralisme. C'est le bourgeois, c'est le dissident sous toutes ses formes. C'est pas seulement le bourgeois, ça a été au départ, disons, aussi bien le social-démocrate que l'anarchiste, n'oublions pas. Et en fait, quand il parle de la matrice libérale, je comprends mal, parce que le communisme, je le disais à l'instant, c'est la négation de la notion de l'individu, mais pas seulement. Et je dirais même, je n'oserais pas dire c'est plus important, parce que cela tient ensemble, c'est la négation de la notion de droit. Or, si la société démocratique libérale se caractérise par un trait essentiel, c'est bien par l'affirmation de droits. Et d'ailleurs, des droits qui vont se développer, qui vont ensuite être des droits sociaux. Je ne pense pas que Furet vous contesterait. Simplement, mais ça m'est égal. Non, je mais ne suis pas en train de polémiquer. Non, il est vrai que c'est très difficile. Je suis en train, Philippe Craute, de m'expliquer. Oui, alors, je m'explique et je dis qu'on ne peut pas confondre un régime qui précisément nie le droit dès le départ, car il n'y a pas de droit en dehors du parti. Le parti, avant la Révolution, n'a rien en dehors de lui, au point que même, disons, les militants n'ont pas de vie privée, la distinction du public et du privé est effacée, et au lendemain même de la Révolution, très clairement, alors que les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, le mouvement des coopératives souhaitent qu'il y ait un partage du pouvoir,
Lénine répond le parti au-dessus de tout. C'est-à-dire que la loi se trouve incarnée par le parti lui-même. Alors, à partir de là, vouloir expliquer qu'il y a une commune racine avec le libéralisme, pour moi, ça ne tient pas debout. Non, Pierre Asner. je ne me rappelais pas ça, je me rappelais l'égalitarisme dont vous parlez dans votre livre. Je pensais justement vous répondre que vous avez 100 fois raison s'il s'agit de libéralisme et de démocratie libérale, que s'il s'agit d'égalitarisme, là, il y a quand même une racine, le fait de vouloir être du côté des pauvres, des prolétaires, de supprimer les inégalités. Et nous savons bien, depuis Tocqueville, Hannah Arendt, tout le monde, que la volonté d'égalité absolue peut amener à la tyrannie absolue, etc. Mais pour le libéralisme, on pourrait dire que finalement, justement, le libéralisme et le communisme ont en commun une négation du politique, l'idée de l'abolition de l'État, le primat de l'économie. Mais je crois que vous avez tout à fait raison, et qu'en tout cas, pour les droits, vous avez 100 fois raison, et c'est ce qui m'a d'ailleurs un tout petit peu surpris dans votre indulgence dans ce livre par rapport à Marx, alors que vous aviez admirablement montré dans votre grand article sur les droits de l'homme et politique que c'était la faiblesse de Marx de ne pas avoir pensé le lien entre les droits de l'homme et la politique. Oui, mais alors, tout de même, un dernier mot sur cette question. Furet dit ceci, que l'autonomie de l'individu, elle se trouve à l'horizon du communisme comme elle se trouvait au centre du libéralisme. Et là, je crois que, bien sûr, je crois que François Furet sait très bien que le communisme est immédiatement négateur de droits, mais il y a cette promesse, en effet, d'une souveraineté définitive de l'homme sur la société et sur les choses, promesse incluse comme une de ses possibilités dans le projet moderne. Et je voudrais en donner une preuve dans un discours de Victor Hugo. Vous voyez, et il ne s'agit pas, évidemment, de faire de l'inculpation rétrospective, hein, nous n'en sommes pas là. Mais un discours extraordinaire, c'est l'introduction de son livre Actes et Paroles, publié en 1875. Toute l'éloquence humaine dans toutes les assemblées de tous les peuples et de tous les temps peut se résumer en ceci. La querelle du droit contre la loi. Nous y sommes. Cette querelle, et c'est là tout le phénomène du progrès, tend de plus en plus à décroître. Le jour où elle cessera, la civilisation touchera à son apogée, la jonction sera faite entre ce qui doit être et ce qui est, la tribune politique se transformera en tribune scientifique. Fin des surprises, fin des calamités et des catastrophes. On aura doublé le cap des tempêtes. Il n'y aura, pour ainsi dire, plus d'événements. La société se développera majestueusement selon la nature. La quantité d'éternité possible à la Terre se mêlera aux fins humaines et les apaisera. Plus de disputes. Plus de friction, plus de parasitisme, ce sera le règne paisible de l'incontestable, on ne fera plus les lois, on les constatera, les lois sont des axiomes, on ne met pas aux voix 2 et 2 font 4, le binôme de Newton ne dépend pas d'une majorité, il y a une géométrie sociale, on sera gouverné par l'évidence, le code sera honnête, direct, clair, ce n'est pas pour rien qu'on appelle la vertu la droiture, etc., etc. On aura pour Parlement le Conseil permanent des intelligences. Il y a donc là tout de même quelque chose qui... l'interrogation de Furet sur les origines communes à la démocratie et au totalitarisme. Non, mais que l'on ne puisse comprendre le communisme que dans les horizons du monde moderne, je l'ai dit il y a très longtemps et je continue absolument de le penser. Mais vous parlez de le revoir, enfin de le resituer dans le cadre. Mais il ne s'agit pas non plus de le dissoudre, n'est-ce pas? Parce que en citant Victor Hugo, d'une certaine manière, vous pouvez le contraire de ce que vous voulez, voulez montrer, parce que précisément il y a une telle distance entre l'inspiration de Victor Hugo et le phénomène communiste qu'on sent bien que l'interprétation devient extraordinairement large. Dire qu'il n'y ait plus d'événements. Vous dites qu'il n'y a plus d'événements dans le communisme, et vous faites tenir vous en déduisez que le communisme est le refus, en quelque sorte, de la démocratie comme régime de l'incertitude. Et il y a chez Victor Hugo la vision d'un monde sans événements aussi. C'est ça que je trouve intéressant. Voyez, c'est-à-dire que cette vision d'un monde sans événements, elle peut être portée par des esprits éminemment progressistes, et donc, évidemment, radicalisés à un moment donné par la passion révolutionnaire. C'est cela que mais il s'agit... Oui, je dirais, en reprenant le titre de Claude Lefort, la complication. Tout est compliqué, et de même que le totalitarisme, la démocratie, la modernité portent en elles des tendances contradictoires. Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai, et néanmoins, dans la démocratie libérale, il me semble que l'incertitude et la pluralité sont plus importantes que
le règne absolu de la vérité scientifique. Alors, mais effectivement, on a tous dit que le totalitarisme, c'est à la fois une nouvelle religion pervertie et une nouvelle science pervertie, qu'il porte en lui, en les poussant, en les caricaturant, à la fois les aspirations des Lumières à une politique scientifique et les aspirations au retour du sacré, etc. Oui. Simplement, en les portant à l'extrême et en les caricaturant, on a un produit tout à fait différent. Permettez-moi d'ajouter quelque chose qui est esquissé dans mon livre, mais qui est pour moi un point extrêmement important, c'est que on ne peut pas oublier que le communisme, tel qu'il s'est constitué, non pas seulement en tant que, disons, idée introduite par Babeuf, avant de l'être par Marx, on oublie Babeuf, bon, que le communisme tel qu'il s'est institué est né en Russie, dans un pays qui était un pays régi par le despotisme depuis des siècles, et que il s'est produit d'une part une conjonction entre, disons, l'idéologie révolutionnaire occidentale, bien sûr, à un extrême, on peut même citer Victor Hugo si vous voulez, d'habitude déjà le marxisme est suffisamment éloquent, et d'autre part, les mouvements révolutionnaires russes qui, avant l'apparition du bolchevisme, ont eu des traits caractéristiques qui, pour certains, annonçaient déjà les méthodes du léninisme. Et d'autre part, ce point est encore plus important pour moi, si l'on examine le phénomène, j'ai évité dans ce livre de parler de phénoménologie parce que c'est un gros mot de la philosophie et que des lecteurs pourraient se dire aussitôt alors que je voudrais faire un retour au concret. Mais je cherche à prendre le communisme à l'analyser comme un phénomène, et je vois l'imbrication de schèmes de pensée, de schèmes d'organisation qui sont empruntés d'une part à la Russie et à ce qu'on a appelé le despotisme semi-asiatique, dont les marxistes eux-mêmes, les penseurs marxistes russes ont abondamment parlé, n'est-ce pas? Et d'autre part, les schèmes d'organisation capitaliste, les schèmes de rationalisation, les schèmes de pensée auxquels vous faites allusion en vous référant à l'instant au XIXe siècle occidental. Alors, c'est là où il y a complication. Je crois qu'il faut prendre les deux à la fois pour comprendre, pour analyser ce que c'est que ce parti étrange, sans précédent, qui se forme au début du siècle. Oui, mais alors, simplement, le livre de Furet n'est pas une histoire du communisme. Si c'était une histoire du communisme soviétique, on pourrait en effet lui faire le reproche de ne pas procéder à cette analyse de son caractère russe et de son lien avec le despotisme asiatique. C'est un livre sur le charme du communisme. Et vous dites, Claude Lefort... C'est la même idée. Oui, il dit l'idée née en Occident, se transplante en Russie et revient sur son premier théâtre. Donc, en somme, il y a une continuité. Mais vous dites et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, la question du communisme reste au cœur de notre temps. Il y a quelques mois, Myriam Revaud-Dallon publiait un très bel article dans Le Monde, justement, en disant, voilà, le communisme nous commande de faire notre deuil d'une certaine idée de la politique, investie, dit-elle, par la radicalité et l'illimitation. L'illimitation, c'est de cela que j'essayais de parler, peut-être maladroitement, sans du tout, et je le répète, vouloir mettre en examen Victor Hugo, c'était pas mon propos. L'illimitation, c'est ce qui donne à l'homme le pouvoir de tout conquérir et de se produire lui-même. Et là, nous devons effectivement repenser la finitude. Alors évidemment, la démocratie libérale nous en donne les moyens, mais dans la modernité, il y a un mouvement de négation, de négation de la finitude, dont on trouve des exemples naïfs et aussi des formes terribles, des formes meurtrières. Mais peut-être qu'on peut maintenant envisager l'autre terme, celui de radicalité. Et Myriam Revaud-Dallon dit, effectivement, c'est la vision de la politique selon l'opposition ami-ennemi.
Et là, on voit les deux totalitarismes, puisque l'opposition ami-ennemi, c'est l'idée de Carl Schmitt pour définir le politique dans sa vérité. Alors, d'où vient, au fond, cette puissance de la radicalité au XXe siècle? Et c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, et peut-être ça pourrait réconcilier Pierre Asner, Claude Lefort et François Furet, est-ce que c'est quand même lié aussi à la Première Guerre mondiale? Oui. Pierre Asner. Je crois tout à fait. Je voudrais dire d'abord en post-scriptum à la discussion précédente que effectivement, il y a cette influence russe despotique sur le communisme. Je ne crois pas que Furet la nierait. Son véritable problème, évidemment, son livre déborde tout le temps, c'est l'illusion des intellectuels occidentaux et comment cette illusion, alors qu'elle avait disparu largement dans le monde communiste, on n'y trouvait plus de communistes pratiquement, elle a survécu en Occident plus longtemps que dans le monde communiste lui-même. Et je dirais que toutes les influences sont vraies et que néanmoins, moi, ce qui me frappe quand on voit le Cambodge, c'est pour ça que je suis plus peut-être qu'Alain Finkielkraut anticulturaliste, parce que du Cambodge à l'Allemagne nazie, à la Russie despotique, chacun a des sources particulières dans ses traditions et néanmoins, cette pensée, que ce soit qu'on l'appelle utopie meurtrière ou que ce soit cette volonté de radicalité, a produit des horreurs inimaginables sous tous les cieux et des langues de bois également sous tous les cieux. Alors, j'en viens à votre question. Vous permettez que j'ajoute un mot parce que, là encore, le terme de radicalité, il peut couvrir des phénomènes extrêmement différents. Et en fait, nous avons affaire avec le communisme et avec le parti communiste qui est son noyau et qu'on retrouve ailleurs, qu'on retrouve jusque dans les partis occidentaux, bien sûr. Nous avons affaire à une tentative de clôture. Ce n'est pas la radicalité, c'est une radicalité sous le signe d'un bouclage du social. Oui. Ça n'est pas simplement, disons, la terreur, n'est-ce pas? Phénomène, bien sûr, monstruosités qui ont été dépeintes et auxquelles il faut toujours revenir, mais c'est cette tentative d'exclure en quelque sorte tout signe d'altérité, absolument, voilà. N'est-ce pas? Et de faire que les hommes tiennent ensemble en même temps que, disons, les représentations, les idées fassent bloc. Alors là, c'est pas de la radicalité. Oui, ça dépend. Parce que, justement, je crois que nous sommes d'accord, mais je mettrai l'accent, comme Alain, sur l'histoire de la guerre et de la radicalité de l'ennemi. Je cite toujours une phrase de Carl Schmitt, maître chéri d'une partie de la gauche française et italienne, qui dit en 1937 « Ennemi total, guerre totale, État total ». Et il dit la clé, c'est l'ennemi total. Et comme vous dites, la volonté d'unité totale implique la négation de l'altérité et implique l'exclusion totale, l'élimination totale de l'autre. Mais à mon avis, l'essentiel, c'est le renversement de Clausewitz, c'est que la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens et que c'est la radicalisation de l'adversaire. Le fait qu'il est déshumanisé, qu'après qu'on ait reconnu avec le christianisme et la modernité la dignité de l'être humain, l'adversaire est transformé en criminel et le criminel en être de trop, comme vous l'avez dit dans le titre de votre livre sur Solzhenitsyn, qui doit être éliminé comme un cancrelat, comme on disait dans les camps cambodgiens, à l'entrée du camp, ta perte n'est pas une perte, ta survie n'est d'aucune utilité. Et c'est cette chose qui est tout à fait effrayante. L'écrivain tchèque Karel Čapek en 1924, avant Staline, etc., disait les communistes, j'ai de la sympathie pour eux, l'égalité, je suis pour le peuple. Mais ce que je ne comprends pas, c'est de la manière froide dont ils disent il faut éliminer comme des cancrelats des populations entières. Et je mettrai, je sais qu'il y a la volonté d'unité, je sais qu'il y a la logique d'une idée pour Hannah Arendt, mais je crois qu'il faut voir l'essentiel que ça, c'est au service d'une espèce de violence radicale qui veut éliminer l'adversaire et lui dénier l'humanité. Cette violence d'élimination, on ne peut pas la dissocier de l'affirmation pleine du social, du bon social.
du peuple un, du peuple sans division, et en même temps de cette logique de l'identification, on peut dire de haut en bas, qui caractérise le communisme. Alors là encore, ami-ennemi, ça va s'appliquer d'une façon très large. En l'occurrence, il s'agit d'un phénomène nouveau, car c'est l'ennemi de l'intérieur. Ce qui caractérise le régime soviétique, et ça Solzhenitsyn l'a très bien dit, c'est le peuple qui devient son propre ennemi. C'est qu'il y a cette tentative de fantastique, quand je dis fantastique, je veux dire aussi fantasmatique, incorporation du social, où il ne peut pas y avoir de différence entre les sphères d'activité, où il ne peut pas y avoir, disons, de jeu à l'intérieur même de la société, et la production. C'est pas seulement l'élimination de l'ennemi, c'est la production de cet ennemi. Oui. Et tout ça, juste un mot de plus. Oui. Et tout ça doit aussi s'interpréter sous la forme de, si vous voulez, l'intégrité d'une part, la pureté. C'est pour ça que ça nous intéresse toujours, le totalitarisme. Pas à travers des intégrismes, bien que ce soit différent. C'est l'intégrité du corps social qui repose sur l'élimination des parasites. Exactement. Oui, mais il y a quand même, malgré tout, dans la radicalité, on peut définir la radicalité comme la magie du chiffre 2, c'est-à-dire la réduction de la pluralité humaine, de la diversité des opinions, à l'affrontement de deux forces, la division du monde en deux camps, le camp de l'humanité et le camp des ennemis du genre humain. Et c'est ainsi, par exemple, que Kolakowski, le philosophe polonais, caractérisait le stalinisme. Il disait c'est le chantage de l'unique alternative. Et là aussi, quand même, on peut le penser dans un cadre plus large et voir en quoi il procède, en quoi c'est une démesure proprement moderne, même si évidemment la modernité ne se confond pas avec sa démesure, parce que ça vient quand même de cette idée selon laquelle le mal, dans l'homme, il a une origine sociale. Alors, soit on dit le mal vient des institutions et on pense, disons, que les hommes pourront accéder au bien et au bonheur par la réforme des institutions, mais on peut dire aussi, de la même manière, le mal, il vient des méchants et ça ouvre effectivement des espoirs radicaux à la politique, puisque celle-ci a pour fonction de transformer la condition humaine, d'apporter aux hommes un salut laïque, de les rendre sains et heureux, mais évidemment, pour cela, il faut en passer par la destruction des méchants. Et à partir du moment où on confond sa cause avec celle du bien de l'humanité, les adversaires de la cause ne sont pas n'importe quels adversaires, ce sont presque nécessairement les ennemis du genre humain. Et c'est peut-être dans ce cadre large que l'on peut penser l'entreprise totalitaire et le communisme. C'est précisément cet argument dont je cherche à montrer qu'il ne fournit finalement aucune intelligence du phénomène, qu'il faut analyser ce phénomène le plus concrètement possible, et que recourir soit à une morale, soit à une psychologie, une morale qui consiste à dire qui fait l'ange fait la bête, ou qui consiste à dire qui veut le bien absolu commettra le mal absolu, cela me paraît une morale un conte. Et de même la psychologie qui consiste à prendre les gens, comment dirais-je, à prendre leurs croyances pour ce qu'ils en disent, me paraît une psychologie absolument sommaire. Et l'une et l'autre nous interdisent tout simplement d'analyser ce que c'est la chair du social, la fabrique du social, la structure de la société soviétique. Tout ça revient à dire que ça se passe dans la tête des gens. Non, mais il y a des choses qui se passent dans la tête des gens, et il faut bien être meurtrier pour quelque chose. Oui, sauf pour une idée. Non, moi je serais, par rapport à vous, je ne nie pas les dangers de l'utopie radicale, je ne nie pas, encore bien moins, je pense que c'est la contribution de Claude Lefort d'avoir montré que ce n'est pas simplement l'idéologie de haut en bas, que ce n'est pas simplement non plus les choses populaires, d'avoir pensé dans leur articulation le haut et le bas, l'un et le multiple, etc. Mais tout ceci étant dit, pour moi, si on pense aussi que nous ne parlons pas que du communisme, nous parlons du totalitarisme, notion que nous acceptons tous les trois, et dans le
nazisme, il y avait l'ennemi total était quand même très focalisé. C'était les Juifs, les Tziganes, les homosexuels. Si on éliminait ça, finalement, un Allemand normal n'avait pas tellement à craindre, et puis il continuait à faire sa philosophie ou sa linguistique dans son coin. C'était beaucoup moins total, beaucoup plus radical dans l'élimination des uns et beaucoup moins total pour toute la société que dans le communisme. Mais pour moi, je trouve que le totalitarisme, son point fort est plus dans ce qu'il nie que dans ce qu'il affirme. Bien sûr, l'unité du corps social, bien sûr, le bien de l'humanité, mais ça, plus personne ne peut croire vraiment, et encore la Corée du Nord, à l'état total. La société moderne, je crois, l'en empêche. Il y aura des mouvements totalitaires, mais des ennemis totaux, ça, il y en a partout. Des gens qu'on veut complètement éliminer. Et je trouve que le totalitarisme, il faut le voir avant tout négativement. C'est pourquoi Marx et Nietzsche, qui tous les deux auraient eu horreur du communisme et du nazisme, sont quand même coupables parce que ils ont éliminé par le mépris toutes les barrières que la civilisation, la religion, la morale ont posées devant cette violence fondamentale et devant cette considération d'un autre homme comme une autre espèce qui, si elle se présente sous les aspects d'un homme, il faut la déshumaniser pour bien montrer qu'elle est totalement différente. Pour moi, c'est ça l'essence du totalitarisme. Oui, j'ajouterais quelque chose. Oui, vous dites que la négation vous paraît plus importante que l'affirmation. Moi, je veux bien, mais ce qui est important quand même, c'est d'essayer de décrire ce que c'est que ce... Vous faites allusion au nazisme, là. Bon, vous êtes un fervent lecteur, admirateur, comme moi d'ailleurs, d'Hannah Arendt. Hannah Arendt ne considère pas que l'antisémitisme soit le moteur du nazisme. Elle le considère si peu qu'elle dit dans un passage remarquable que, en fait, quand il n'y a plus de juifs, quand ils les ont massacrés, le thème du complot marche toujours. Et ceci nous ramène à quoi? À une description de ce que c'est que cet État et de son ancrage dans la société. Pour ma part, c'est ce que j'ai essayé de faire à propos du communisme. On ne peut pas passer sous silence, au nom de cette morale pour enfants, l'existence d'une couche de la population qui consiste en dizaines de millions d'hommes et qui ont participé à ce système. Il ne s'agit pas quand même d'une morale pour enfants, il s'agit de s'interroger sur la raison pour laquelle les gens deviennent communistes, et de communistes, ils deviennent meurtriers. Lisez aujourd'hui, parce qu'il a été republié, le livre de Paul Nizan, qui n'a certes pas été un meurtrier, Les chiens de garde. Et là, on voit le principe de radicalité à l'œuvre. D'abord, en plus, le terme de chien de garde est extrêmement intéressant, puisque c'est déjà la déshumanisation. Et l'ennemi, si l'on est soi-même le gardien de l'humanité, il ne peut pas faire partie de l'humanité. Et effectivement, Paul Nizan nous explique à la fin de son livre que le monde, c'est deux. Et donc, il y a d'un côté les philosophes qui servent les serviteurs, et de l'autre côté les philosophes qui servent les maîtres. Brunschwig, Bergson, et les descriptions de Brunschwig et Bergson valent le détour. Et ça recommence aujourd'hui, si vous voulez, parce que cette tentation d'exclure de l'humain son adversaire, dans la mesure où il appartient justement aux classes agonisantes. Après tout, on en a une version molle avec la manière de dire que les sénateurs sont des vieillards, parce qu'ils ont refusé la parité. Donc tout cela, ça existe, ça forme le terreau de cette radicalité. Et Claude Lefort, quand vous dites l'antisémitisme n'a pas l'importance que l'on croit pour Hitler, en même temps, c'est un antisémitisme, disons, d'un ordre très particulier. Hannah Arendt le dit, c'est-à-dire c'est pas une opinion, c'est un antisémitisme qui explique tout. Et ça entre dans cette vision du monde où effectivement il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus que des adversaires, si vous voulez. C'est-à-dire là, on est quand même dans l'univers du volontarisme absolu. Ce qui s'oppose à ma volonté, c'est une autre volonté, dans la mesure où précisément je dois pouvoir arriver totalement à mes fins. Et c'est là ce jeu et ces mais. Hitler disant, par exemple, avec le juif, il n'y a point à pactiser, mais seulement à décider tout ou rien. Quant à moi, je décidais de faire de la politique. Bon. La politique, comme tout ou rien, on est dans la radicalité, on est dans le totalitarisme. Bien sûr, je ne vais pas le nier. Simplement, j'attire votre attention sur un fait, c'est que, nous parlons en ce moment du nazisme, d'une façon générale, les totalitarismes, et le communisme en particulier, on ne peut pas purement et simplement les imputer à la volonté
et aux illusions, aux fantasmes d'un individu ou de plusieurs individus. Et qu'il faut voir comment socialement, Exactement. tout ça a pu s'enraciner. Alors, vous me parlez de Nizan. Nous connaissons tous Nizan, mais nous savons bien que c'est pas que Nizan se tient à la périphérie. Il est très significatif, je suis bien d'accord. Mais c'est un schéma intellectuel que j'essaye de décrire. Mais bien sûr, mais il est bon votre schéma intellectuel. Mais cela dit, nous sommes à la périphérie. Moi, je pose la question. Oui, la question, je n'apporte pas la réponse. Où est le moteur? Alors, le moteur, c'est très simple. Martin Malia, auquel nous n'avons pas fait allusion, mais auquel vous faites référence, auquel je fais longuement référence, et qui s'occupe de la tragédie soviétique, au seuil. Dit le moteur, c'est l'utopie. Le moteur, et par-delà l'utopie, c'est, disons, le marxisme. Furet, dans son livre, laisse entendre que le moteur, c'est l'illusion. C'est effectivement des gens comme Nizan. Alors moi, je dis non, ça n'est pas ça, le moteur. Je ne nie pas du tout la part des illusions, mais je dis que au cœur de cela, il y a une organisation. Bien sûr, il y a des gens. Vous n'avez pas l'air même d'y penser. Il y a des gens. Oublions le terme de meurtrier, mais il y a des gens qui trouvent là du pouvoir. Oui, mais c'est exactement ça. Toute une architecture nouvelle de pouvoir se met en place en Union soviétique. Toute une structuration des rapports sociaux. On ne va tout de même pas passer ça là. Absolument. Mais ce que je voulais dire, c'est d'une part, il y a à l'origine, il y a aussi des passions, et une des contributions de votre livre, c'est par rapport à la passion de l'égalité, etc., de dire qu'il y a des passions totalitaires, et la passion de la domination totale, de refaire une société complètement, la passion du pouvoir absolu, d'être Dieu, d'être le tyran absolu, ça c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, l'organisation sociale, vous avez 100 fois raison, mais en même temps, Hannah Arendt a raison aussi que ce n'est pas un régime stable, c'est quelque chose qui s'emporte et où le juge, le procureur, le policier se retrouve 6 mois après dans la prison à côté de celui qui l'a torturé. Et c'est cette dynamique qui est extrêmement importante, qui fait que les régimes totalitaires sont à peine des régimes. Alors, la structure sociale, ou bien on abandonne, et il y a de bonnes raisons de faire la notion de totalitarisme, parce que la structure sociale du nazisme hitlérien est complètement différente de la structure de la Russie. Et néanmoins, ils ont quelque chose en commun, quelque chose qui est cette passion, qui est cette dynamique qui s'emporte, et c'est, je crois, celle du crime, celle de la violence, et le fait qu'on est prisonnier de la violence du début, et qu'on est amené à la reproduire, y compris contre soi-même. Oui, Claude Lefort, mais est-ce que je peux justement essayer de faire un lien entre cette passion révolutionnaire définie par Pierre Asner et ce que dit Furet sur l'illusion de la politique dans son livre Penser la Révolution française. L'illusion de la politique, terme qu'il emprunte à Marx d'ailleurs, il l'a défini ainsi: il n'y a pas de malheur qui ne soit justiciable d'une solution politique, tout est transformable, l'action ne rencontre plus d'obstacles mais des adversaires ou des traîtres. Alors est-ce que justement la passion dont Pierre Asner parle n'est pas mue aussi par cette illusion qui a révélé aujourd'hui son caractère absolument terrible? Donc est-ce que, même quand on s'intéresse au mouvement lui-même, il ne faut pas faire place, sans psychologiser, à l'illusion et à la passion? Mais je fais place à l'illusion et à la passion, je fais surtout place à la croyance, et cette croyance, j'ai essayé de montrer à travers, il est vrai, un concept qui a été introduit il y a bien longtemps par Étienne de la Boétie, disons, dans la critique de la tyrannie, que la servitude volontaire est une espèce de capture des hommes qui les fait servir, qui les fait servir le tyran, qui leur fait donner ce qu'ils ont de plus cher, leurs proches, leurs biens, se donner eux-mêmes, donner leur vie, n'est-ce pas? Tout cela parce qu'ils y trouvent une espèce, comment dirais-je, de certitude en commun d'être le peuple. Voilà. Et attention, pardonnez-moi, oui, mais il y a un deuxième mouvement qu'on escamote toujours dans le discours de la Boétie, c'est que en même temps, ceux qui servent sont, quand ils sont le plus proches du tyran, ils s'identifient à lui
pour écraser ceux qui sont au-dessous d'eux. Et qu'ensuite, comme dit la Boétie, on peut dévider toute une chaîne parce qu'il y en a des milliers et puis des millions qui suivent. Et c'est ça que je veux dire quand vous parlez seulement de ces gens emportés par l'action, c'est que vous avez toute une hiérarchie. Et quand on parle du nazisme, on peut dire tous ces gens qui ont à propos de l'élimination des Juifs, tous ces gens qui ont participé à tous les niveaux de la bureaucratie, ils n'étaient pas pour autant comme des furieux emportés par la passion. Ils étaient pris dans un système de domination, ce qui est tout à fait autre. Justement, pour Eichmann. Oui, alors justement, là, on va être obligé de s'arrêter, mais je suis content, Claude Lefort, que vous ayez parlé maintenant de la Boétie, parce que vous êtes situé sur le terrain aussi de la croyance. Alors, je ne ferai pas le reproche d'avoir fait de la psychologie, mais effectivement, on est amené à aborder cette question de l'illusion de la croyance, de la passion, pour comprendre le mouvement totalitaire. Et la question est de savoir s'il y a multiplicité de passions, quelle est la passion dominante. Mais je crois que là-dessus, la discussion a été, disons, très éclairante, et je vous en remercie tous deux. Alors, je voudrais rappeler, Claude Lefort, le titre de votre beau livre, La complication, retour sur le communisme. Le livre est publié chez Fayard, et puisque vous y faites référence, là, je parlerai donc de Martin Malia, La tragédie soviétique, Histoire du socialisme en Russie, aux éditions du Seuil, et le livre de François Furet chez Lafon, Kahneman Lévy, Le passé d'une illusion. Il existe aussi aujourd'hui en livre de poche. La semaine prochaine, nous nous demanderons à quoi sert la médiologie, et mes deux invités seront Régis Debray et Daniel Bougnou.